Selon moi, le féminisme, c'est une lutte qui s'intéresse à toute personne, c'est-à-dire toutes les femmes, les hommes, les enfants, également même, ça s'intéresse aux animaux et à tous les êtres de toute culture, de tout pays, de toute religion, etc., etc. Et c'est un point vraiment très important pour moi. Je considère aussi que le féminisme, ça doit s'allier à une lutte antiraciste, etc., etc. Et du coup, dans ce contexte-là, je voulais vous parler d'une exposition que je suis allée voir aujourd'hui, qui s'appelle Aux origines. Et je voulais absolument vous en parler dans cet épisode. En colère, en colère, en colère, en colère. Le nom complet de l'exposition, c'est Aux origines, regards croisés sur le racisme et les discriminations. Et cette expo, elle est au musée de la Porte Dorée à Paris. Alors pourquoi je vous dis, pourquoi je vous dis où est-ce que c'est ? Premièrement, pour que vous puissiez aller voir cette expo, mais surtout parce que le musée en lui-même a une histoire qui est hyper, hyper importante et intéressante. Ce musée, il faut savoir où il est installé. Il a été construit pour l'exposition coloniale internationale de 1931. Alors, qu'est-ce que c'est ? Préparez-vous, ça va quand même un peu loin. C'est un sujet que je découvre, en tout cas d'une ampleur un petit peu différente, et ça m'a, somme toute, plutôt troublée. Donc c'était une immense foire qui était organisée par l'État français pour montrer la grandeur de son empire colonial. Alors ça me surprend pas qu'il y ait eu un musée pour parler de la grandeur de l'empire colonial, et en même temps, j'étais pas au courant de l'info, et du coup je me suis dit, mais comment tu peux dédier un musée à ça ? Mais en même temps, c'est pas surprenant. Je veux dire, quand on est des colons et que on est censé être fier de l'être, en tout cas à l'époque, forcément, on va créer un musée pour dire voilà tout ce qu'on a, voilà tous ces territoires dont nous avons la responsabilité désormais, quelle fierté, etc. Mais en fait, c'est pas que ça. Je vous explique un petit peu. Pendant 6 mois, il y a plus de 8 millions de visiteurs. Et donc ça, c'est en 1931. Donc c'est il y a moins de 100 ans. Voilà, je tiens à vous le dire, c'est quand même extrêmement récent. Plus de 8 millions de visiteurs sont venus voir, en gros, des pavillons immenses qui reproduisaient des temples asiatiques ou des villages africains. En gros, ils reproduisaient les colonies de la France, tout simplement. Et les murs extérieurs du musée, d'ailleurs, ils sont entièrement sculptés avec des scènes qui montrent des Africains, des Asiatiques en train de travailler sous l'autorité des Français pour récolter du coton, du bois, du cacao, etc. Donc, aller voir une expo sur les racines du racisme dans un endroit pareil, ça met quand même tout de suite dans le bain. Parce que le musée de la Porte Dorée, c'est le musée de l'histoire de l'immigration. Et c'était la première fois que j'y allais. Et c'est pas tout ce qu'il y a pendant cette fameuse exposition coloniale de 1931. En fait, il y avait ce qu'on appelait des zoos humains. En gros, on faisait venir des familles entières qui venaient des colonies pour les exposer aux yeux du public français. C'est quand même abominable. Et à la fin de l'expo, il y a une petite salle où on peut voir justement les restes, en tout cas de cette exposition de 1931, avec des murs qui sont restés, enfin des tapisseries qui sont restées intactes, etc. Et des livres. Et à un moment, à la fin de l'expo que je suis allée voir, je suis allée dans cette salle où on voyait les restes de l'expo de 1931. J'espère que vous me suivez. Je me suis posée, j'ai pris un des livres que j'avais vu devant moi. Et justement, je vais faire le parallèle. Quand je vous ai parlé de zoos humains, c'est exactement cette histoire qui est racontée dans le livre que j'ai pris, comme ça, qui s'appelle « Des sauvages et des hommes » d'Anne-Lise Heurtier. C'est une histoire vraie qui est racontée dans ce livre-là, et c'est exactement ce qui se passait. En 1931, l'État a fait venir une centaine de Kanaks depuis la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est les peuples autochtones de Nouvelle-Calédonie. Et donc en gros, on est allé les voir en tant que gentils colons, et on les a convaincus de monter dans un bateau
en leur promettant qu'ils allaient représenter leur culture et découvrir Paris. Découvrir Paris. Paris. Et découvrir Paris. Donc, la population est plutôt contente. Il y en a qui sont ravis. Ils n'ont pas pris de bateau jusqu'ici. Donc, why not? Let's go. Ils sont fiers de leur culture, fiers de pouvoir la représenter pour apparemment une grande expo. Donc, c'est génial. Mais en fait, une fois arrivés, on les a emmenés de force au jardin d'acclimatation. On les a enfermés dans des enclos avec une pancarte marquée « Cannibale ». Voilà. Et ce livre raconte justement cette histoire vraie, et c'est littéralement ce qui se passait dans ces zoos humains pendant l'expo de 1931. C'est infernal. Mais c'est infernal. Donc t'imagines, t'es comme ça, et là on te fout dans un enclos, on te met une pancarte avec marqué « Cannibale », et là les gens te regardent. Et les gens font « Oh mon Dieu, il est cannibale », et on te regarde comme un sauvage. Hein. Et en plus de ça, on les obligeait à jouer les sauvages. À pousser des cris, à danser sous le regard de la foule. Comme ça, tous les gens étaient en train de se dire « Oh là là, mais qui sont ces gens ?» etc. Et même, il y a un zoo en Allemagne qui avait des crocodiles morts et ils avaient besoin de les remplacer. Et du coup, on a prêté des hommes pour remplacer... on a remplacé des... Les Français ont accepté d'envoyer... justement ces jeunes gens qu'ils avaient pris des colonies pour ensuite les mettre dans le zoo en Allemagne pour remplacer les crocodiles morts. Voilà. Parce que c'est la même valeur qu'on voit hein, pour des humains. Un humain, un crocodile mort, c'est pareil. Parce que cet humain-là est noir, donc forcément, c'est la même chose, c'est du bétail. Waouh, c'est la foire, etc., etc. Et c'est ça la réalité des zoos humains, c'est une fabrique pure du racisme où on inventait le sauvage pour prouver la soi-disant supériorité de l'homme blanc. Parce que tout ça vient de là. Tout ce qui est lié au racisme vient de ça, et je vais vous en parler plus tard. C'est du moment où on a commencé à considérer l'entre-soi, l'humanité, l'adversité, comme un empilement de races. Et donc à ce moment-là, on va voir que la seule race, comme c'est la race dont on... Tiens, moi je me rends compte qu'il y a des races, et bien comme c'est moi qui m'en suis rendu compte, et que moi forcément je suis stylée, que je suis civilisée, que je suis dotée d'intelligence, je suis la race supérieure. Et donc forcément, par comparaison, on va regarder des gens qui sont différents, et on va créer un concept de sauvage, on va les réduire, on va les... les diaboliser pour affirmer notre supériorité, tout simplement. C'est ça, vraiment, l'idée de la supériorité de l'homme blanc. Et c'est l'homme blanc, initialement, en tant qu'homme avec un petit H, parce que c'est toujours l'homme qui est supérieur à la femme, déjà. Donc, d'abord, il y a l'homme blanc, ensuite, il y a la femme blanche, et ensuite, il y a les noirs. Voilà. Et l'idée de l'exposition, que moi je suis allée voir, donc qui s'appelle « Aux origines », c'est de comprendre comment les préjugés et les discriminations sont arrivés jusqu'à nous encore maintenant. Comment ça se fait qu'ils sont encore là ? Parce que, j'ai envie de dire, l'esclavage a été aboli. On pourrait, quelqu'un qui est un petit peu niais pourrait se dire, ça n'a pas de sens, nous sommes tous libres, pourquoi il y a encore des discriminations ? Eh bien justement, cette exposition vient raconter ce pourquoi. Elle vient raconter quelles sont les conséquences à tout ça. Et en fait, tout ça, ça vient d'une histoire, l'histoire qui est la nôtre, qui est celle de la colonisation et de l'esclavage. Et ces idées-là et cette histoire, elle est encore partout, dans les mots qu'on utilise tous les jours, dans le système dont on a hérité, le système éducatif, à l'école, au travail, dans la recherche d'appartements, la recherche d'emploi, etc., dans le divertissement, dans le sport, dans la culture. C'est quelque chose qu'on a hérité et qui est encore présent. Et donc là, ce qui est important, c'est d'ouvrir les yeux. Parce que, comme je l'ai dit au début, le féminisme, qui est moi ma lutte fondamentale, c'est une lutte pour le bien-être, pour la liberté.
pour moi, c'est vraiment ça, c'est pour la liberté. Et en fait, on se rend compte que la liberté n'est pas présente pour tout le monde. Et elle n'est pas la même pour tout le monde. Et les droits non plus ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Déjà, on voit que si on garde un spectre simplement... d'homme à femme blanc. Déjà, on voit les femmes blanches sont inférieures aux hommes blancs. Mais ensuite, comme on se doit de le faire et on se doit d'ouvrir un petit peu ça, parce que c'est une vision qui est quand même extrêmement arriérée, de ne penser que, tiens, moi je, les blancs, en fait, on se rend compte que le féminisme, qui est censé être quelque chose de très complet, certes, la femme blanche est considérée comme inférieure, en tout cas dans les libertés et dans les droits, à l'homme blanc, mais qu'en est-il de toutes les autres personnes? Parce qu'il n'y a pas que les blancs. Qu'en est-il des personnes qui sont d'origine africaine ou qui sont... qui sont africaines, qui sont américaines, mais dans ce sens-là, je dis autochtones, latines, les personnes, les latinos, les italiens, les personnes qui viennent d'Orient, les personnes qui viennent d'Asie, d'Australie, etc. En fait, qu'en est-il de toutes ces personnes qui ont des cultures et des religions, des couleurs de peau, des habitudes qui sont différentes du blanc occidental. Parce que ces personnes-là sont encore plus discriminées. Et ça, c'est extrêmement important d'ouvrir les yeux là-dessus pour pouvoir avoir une bonne conscience des choses et avoir une lutte totale et complète. Donc, la première chose dont j'ai envie de parler là, et dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, c'est comment on a fabriqué l'autre. Ce sentiment de, on n'est pas tous ensemble, il y a quelqu'un d'autre. Et en fait, pour créer du racisme, il a d'abord fallu fabriquer l'idée que certaines personnes étaient différentes. Ça peut paraître con, mais ça ne l'est pas. Il a fallu se dire, ok, alors nous, on va représenter un socle, et eux, ils sont différents. Alors que eux, ils peuvent être autant que nous, mais nous, on a décidé que nous, on était le socle de base. Et c'est le cas pour énormément de choses. C'est comme l'hétérosexualité. On a décidé de dire que le socle, c'était l'hétérosexualité. Et du coup, toute personne qui n'est pas hétérosexuelle est forcément pointée du doigt, différente, inférieure, discriminée, etc., etc. Alors que ça ne veut pas dire, et d'ailleurs c'est historiquement faux, de penser que l'homosexualité, la transsexualité, les transgenres, également plein d'autres identités n'existaient pas dans l'histoire. Parce qu'elles existaient. Il y a énormément de figures historiques justement de personnes lesbiennes, de personnes gays, de personnes polygames, de personnes transgenres, de personnes avec un genre qui n'est pas exactement défini, qui est entre l'homme et la femme, de genre non-binaire. Et ça, j'en ai déjà parlé quand je vous avais fait un épisode qui s'appelle « Comment la colonisation a criminalisé les LGBT ». Parce qu'on se rend compte qu'en fait, tout ça, c'est... J'utilise le mot LGBT parce que c'est un mot actuel, mais à l'époque on ne disait pas ça, mais ces identités-là, elles existaient vraiment avant, et c'est la colonisation qui a complètement silencié, bon là je fais un anglicisme, mais qui a complètement réduit au silence toutes ces communautés-là et ces identités-là. Parce qu'il y a eu cette envie de trouver du pouvoir quelque part, de prouver qu'il y avait un socle et qu'il y avait une altérité. Et donc, le premier exemple que j'ai en tête, c'est l'histoire de... Alors, je vais peut-être mal prononcer le nom, vous n'allez pas m'en vouloir. Saartjie Baartman. C'est une jeune femme du peuple... Encore une fois, je vais rater le mot. Khoi ou quoi ou hui, je sais pas comment ça se dit. Ça s'écrit Khoi en Afrique du Sud. Peut-être que je dis mal. Hein. Et au début des années 1800, il y a un médecin britannique qui promet à cette jeune femme de faire fortune en Europe. Et du coup, il dit « Viens avec moi », il l'emmène à Londres, puis ensuite à Paris. Et en réalité, elle est vendue et exhibée comme un animal de foire sous le nom de Vénus Hottentot. Et du coup, à ce moment-là, les gens
comme ils n'avaient pas l'habitude, s'ils n'allaient pas, à moins que tu sois très riche ou de la famille d'un colon ou un colon toi-même, tu vas pas aller dans les colonies. Donc tu vois pas de personnes qui viennent d'Afrique. Et donc les gens payaient pour voir son corps. Parce qu'ils sont en mode, oh, mon Dieu, quelqu'un de noir, ils sont pas habitués. Tout comme les Noirs ne connaissaient pas du tout les Blancs avant que les Blancs viennent coloniser leur pays, etc. Les gens payaient pour voir son corps, donc on la mettait nue. Les gens payaient pour la voir, notamment voir ses fesses, qui étaient très développées, contrairement aux fesses des Blancs, voilà, visiblement. Et aussi pour voir son sexe. Voilà, donc son vagin, écoutez, sa vulve, voilà, on avait besoin absolument de le voir. Il le fallait. Et à Paris, les plus grands scientifiques de l'époque, comme Georges Cuvier, viennent l'examiner. Franchement, c'est infernal à dire et ça va être pire. Donc, tenez-vous bien. Et en gros, ces scientifiques-là vont l'utiliser pour essayer de prouver qu'il existe des races humaines. Ça, c'est ce que je vous ai dit avant. C'est-à-dire, regardez, il y a des différences. Peut-être que ces différences viennent tout simplement du fait qu'on ne vit pas au même endroit, qu'on n'a pas la même génétique, parce qu'on vient de familles différentes, c'est logique, tu vois. Tu compares quelqu'un qui vient de Finlande, une Finlandaise, je sais pas, blonde, bien blanche de peau, à une Française qui serait blanche de peau. Ok, elles sont blanches de peau les deux, ça veut pas dire qu'elles sont pareilles, qu'elles ont la même physiologie, qu'elles ont les mêmes corps, les mêmes muscles, etc. En fonction de là aussi où tu vis, tu compares quelqu'un qui vient... qui a grandi dans des endroits en Russie, c'est pas du tout le même corps que quelqu'un qui a grandi, je sais pas, en Italie. Donc forcément, déjà, c'est forcément différent, anyways. Mais on a cette volonté de qualifier ça, ou en tout cas de comparer ça en termes de race, et de voir une race supérieure à l'autre, et l'autre qui serait inférieure. Et surtout qu'on se dit que les Noirs semblent être plus proches de l'animal que de l'homme blanc. Voilà, tout simplement. Parce que c'est ce qui se dit à l'époque, voilà. C'est ce qui se dit. Super, la société, franchement, c'est infernal. Mon Dieu. Mon Dieu. Et forcément, le fait de qualifier... Enfin, de vouloir, en tout cas, s'ouvrir au monde, donc de voir d'autres populations. On va voir des personnes qui ne nous ressemblent pas. Et nous, je pense que les Blancs ont voulu admettre qu'ils étaient supérieurs parce qu'ils avaient peur que potentiellement les Noirs considèrent qu'eux-mêmes étaient supérieurs. Du coup, c'est qui va le faire le plus rapidement ? Parce que si on prend leur logique de « il y a des races humaines, qu'est-ce que t'en sais que t'es la race supérieure ?» tu vois ? Donc l'idée, c'est juste de dire, comme c'est moi qui l'ai deviné, eh bien c'est moi qui suis supérieur puisque je suis dotée d'une confiance. Et ensuite, t'as besoin de te rassurer en disant, les Noirs n'ont pas de conscience. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu autant de violence envers les Noirs, les Africains pendant la colonisation et avec tout cet esclavagisme, parce que on voulait se dire qu'ils n'avaient rien d'humain. C'est exactement, tu vois, ils disaient qu'ils étaient plus proches de l'animal que de l'homme blanc. Ça veut vraiment dire que afin de se voir comme supérieur, on a besoin de voir que l'autre est inférieur dans tous les sens du terme. Que son corps est différent, mais pas simplement différent, c'est qu'il est anormal, et qu'il est animal, qu'il est sauvage. Et on a besoin de se rassurer dans notre supériorité en se disant, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'intelligence, ils n'ont pas de cerveau. Bien entendu, tu peux le frapper, ce n'est pas un humain. Et c'est pour ça qu'il y a autant de violence. On se rend compte quand même qu'on a réduit d'autres humains en esclavage, genre. C'est comme si des chiens avaient d'autres chiens en esclaves. Mais où on est C'est quand même... Non mais, on se rend compte, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est de la bêtise pure. C'est de la bêtise pure et en même temps, c'est toute la complexité de l'humanité. C'est qu'est-ce que notre cerveau vient nous dire, pourquoi le pouvoir est si essentiel pour l'humain. Quelle menace représentaient les Noirs à ce moment-là pour qu'on ait eu besoin de recourir à autant de violence ? Parce que tu fais pas ça envers quelqu'un ou quelque chose
dont tu ne te sens pas menacé. Parce que si tu te sens pas menacé, il n'y a aucune raison, tu vois, t'es en mode, bah ok, basta, tu vois. Sauf que là, il y avait une volonté, je pense qu'il y avait un sentiment de menace parce que en Afrique, il y avait énormément de ressources et ils les voulaient. Et comment ça se fait que des sauvages existent encore alors qu'ils n'ont pas notre culture? Comment ça se fait que les sauvages existent encore? Et en plus, là, on voit que les gens étudiaient les fesses et le sexe de cette jeune femme. Il y a aussi quelque chose de sexuel dans tout ça, forcément. C'est une des premières choses qu'on fait, c'est analyser le corps nu d'une jeune femme. Ça veut dire aussi, je pense, qu'il y avait beaucoup de désirs. Et c'est comment ça se fait qu'on les ait pas. Et je pense que c'est un désir un peu refoulé. Et qu'on a voulu... Enfin, que je dis on, mais c'est pour parler des colons. Je veux dire, comment ça se fait que ces hommes-là, noirs, puissent jouir d'un corps avec des fesses très développées, un sexe qui ressemble à ci ou ressemble à ça? Parce que je pense qu'ils faisaient... les gens feignaient un peu de dégoût, en mode « Oh mon Dieu, les noirs, Burk !» Mais ça cache... comme je l'ai dit, ça cache un sentiment de menace. Et selon moi, ça cache un sentiment une émotion qui est proche du désir. C'est-à-dire, tu veux ce qu'ils ont, mais dans tous les sens du terme. Tu veux les terres qu'ils ont, les ressources qu'ils ont, les femmes. Et encore une fois, la femme n'est qu'un objet. Peu importe quand on parle des personnes blanches, personnes noires, d'autres personnes d'autres couleurs de peau, la femme est l'objet. Parce que avant même qu'on en vienne à l'esclavage et à la colonisation, il y avait déjà, ce dont je pense j'ai déjà dû parler, cette notion-là que le phallus, dans tous les cas, l'emporte. Le phallus, c'est ce qui prend, c'est ce qui rentre dans l'autre, c'est ce qui pénètre. Donc forcément, on va partir du principe que comme nous, les hommes, prennent, pénètrent, la femme, elle, n'est qu'un réceptacle, un trou, dans tous les sens du terme. Et donc, même si on la voit pas constamment tous les jours en se disant « Putain, elle, c'est qu'un trou », ça donne quand même une idée qui est que la femme est un trou pour l'homme, remplit une fonction pour l'homme. C'est pas un être à part entière qui vit comme ça, tranquille, qui a une volonté, une individualité... une psyché, etc. C'est pas du tout comme ça qu'on le voit. Enfin bref. Donc je pense qu'il y a tout ça qui est en jeu. Quand je reviens sur cette jeune femme, donc Saartjie Baartman, elle est morte seulement à 26 ans. Déjà de maladie, et ensuite parce qu'elle vivait dans des conditions vraiment misérables. Maladie parce que les colons sont venus coloniser des endroits où ils ont partagé justement toute leur maladie occidentale. Ce qui a mené à la mort d'énormément de personnes. C'est comme les colons anglais qui sont allés en Amérique, qui ont tué une grande majorité des personnes, des populations autochtones, parce qu'ils sont venus avec tous leurs virus, toutes leurs bactéries. Et ces personnes-là les autochtones, étaient protégés initialement, parce qu'ils vivaient entre eux, ils n'étaient pas habitués à autant de pollution, de bactéries, etc. Donc, elle est morte très jeune de maladie. Mais ce qui est pire, c'est ce que je vais vous dire après, c'est les scientifiques dont Georges Cuvier, là dont je vous ai parlé plus tôt. Georges Cuvier préparez-vous, va découper son corps et va garder son cerveau et ses organes dans des bocaux. Et va faire un moule en plâtre de son corps. Voilà. Encore une fois, tu ne fais pas ça j'ai même pas besoin de m'expliquer. Tout ça, c'est resté exposé. Donc je vous rappelle, c'était il y a moins de 100 ans. Hein. Et, pire que ça, c'est resté exposé. Les organes, le moule en plâtre, le cerveau. C'est resté exposé au Musée de l'Homme à Paris jusqu'en 1974. Et il a fallu attendre 2002. Et une loi votée spécialement par le gouvernement français pour que la France accepte enfin de rendre ses restes à l'Afrique du Sud pour qu'elle puisse être enterrée dignement. 2002. Il y a 24 ans seulement. Il y a 24 ans encore, on gardait avec nous le moule en plâtre du corps d'une jeune femme de 26 ans qui avait été réduite en esclavage et agressée, son cerveau dans un bocal et ses organes également dans des bocaux.
Voilà. Et donc on peut pas dire que le racisme n'existe plus, qu'on n'a rien hérité de ça. C'était il y a 24 ans seulement. 24 ans. Et cette traite, cette colonisation et cette traite des Noirs et l'esclavagisme, etc., quand on parle de cette exposition, c'était il y a moins de 100 ans. Ou plus de 100 ans. Un petit peu plus, presque 100 ans. Oui, voilà, presque 100 ans. C'est quand même dingue. Oui, parce que je dis moins de 100 ans, c'était presque 100 ans. Ça va, 1931, 2026, on y est presque. En fait, c'est infernal. Et l'histoire de cette femme, ça montre comment la science et le spectacle, le divertissement se sont associés pour déshumaniser les personnes noires. Et c'est réellement ça qui s'est passé. C'est une volonté de les déshumaniser. Ensuite, un autre, parce qu'il n'y a pas que les Noirs, malheureusement, voilà, il a fallu que énormément de peuples soient affectés par cette colonisation-là, et ces discriminations, ce racisme. Un autre peuple a subi cette fabrique de la haine, et d'autres peuples encore dont je parlerai plus tard, mais celui dont j'ai vraiment eu envie de vous parler, parce que en fait, je m'en doutais pas. En tout cas, c'est pas quelque chose à laquelle je pense. Quelque chose auquel je pense. Oui, quelque chose auquel je pense souvent. En fait, c'est les Roms. Les Roms. Voilà. Directement, quand je dis les Roms, alors moi, je pense jamais aux Roms on a daily basis. Je pense pas au racisme qu'ils subissent. Je pense pas aux discriminations qu'ils subissent. Et justement, j'ai été vraiment interpellée par le fait de voir autant d'informations sur eux. Parce que je me dis, putain, c'est fou. Je suis pas étonnée parce que le mot Rome, c'est quand même une connotation très négative. Quand tu dis, si demain tu rencontres quelqu'un qui te dit ouais je suis Rome, ou oh il y a un Rome, ou c'est comme un Mongol, etc. Il y a une connotation qui est négative. Les Roms et les Mongols, c'est pas la même chose, mais c'est pour vous montrer qu'il y a des mots et des cultures, des identités qui sont devenues négatives au fil du temps. Et en fait, ça l'est encore maintenant. C'est-à-dire qu'un Rome maintenant, je connais très peu de personnes qui vont se dire waouh, trop stylé, tu vois. Généralement, t'as une image qui est pas ouf, alors que j'ai jamais rencontré de Roms de ma vie. Genre, une fois qu'ils sont venus faire chier à une soirée avec des couteaux, etc. Mais je veux dire qu'ils sont pas représentatifs. Il y a que cette représentation-là qu'on a, quoi. Et sauf que je peux mettre ma main à couper que c'est pas représentatif de la réalité de toutes ces personnes. Donc en fait, les Roms, quand ils sont arrivés en Europe, vers le Moyen-Âge, ils venaient du nord de l'Inde. Mais les Européens, eux, ils savaient pas d'où ils venaient. Et comme on adore inventer des trucs, genre... tout comme Christophe Colomb, lui a essayé d'aller en Inde et il est allé en Amérique et il a décidé d'appeler les autochtones des Indiens parce qu'il était trop bête pour savoir qu'il n'était pas du tout en Inde. Et ben nous, on a vu les Roms, on s'est dit, je sais pas d'où ils viennent. Du coup, on croyait à tort qu'ils venaient d'Égypte. Et donc, c'est là que vient le mot anglais gypsy ou le mot gitan. Voilà. Pour info. Et en fait, on a collé sur eux des étiquettes, comme ils venaient d'autre part, on a collé sur eux des étiquettes de voleurs, de nomades, de gens qui font un peu de la magie. Alors, en effet, là, ils allaient vers un endroit, donc c'était momentanément quelque chose de nomade, en effet. Mais avant, non. Du coup, avant, ils venaient d'Inde. Donc, voilà. Et sauf que on a mis vraiment cette étiquette-là. Donc forcément, à partir du moment où on a mis cette étiquette, on les reniait un petit peu. C'est pas le bon mot, mais on les rejetait. Voilà, on les rejetait. Donc forcément, s'il y a un endroit qui rejette des gens, bah il y a une partie qui va se casser, qui va aller dans un autre endroit. Et sauf que cette idée-là, elle a tellement elle a tellement grossi qu'à chaque endroit où tu vas être rejeté. Parce qu'il y a eu cette première information qui est « Ah, ces gens-là, ils sont bizarres ». Donc, c'est ça qui a renforcé le caractère nomade des Roms, des Gitans, etc. Parce qu'à chaque endroit... Alors, initialement, ils venaient d'un endroit précis, mais ensuite, là où ils ont voulu aller,
Comme il y a la première personne, enfin la première en Europe, on a immédiatement dit, non, toi je t'aime pas. Et bien donc en fait, ils ont été rejetés, ils sont allés autre part, maintenant je peux m'installer? Non. Et donc en fait, au bout d'un moment, ils ont accepté cette étiquette de nomade, de ci, de ça, et donc ça a renforcé une culture nomade. Et donc en fait, on est aussi, les personnes qui vont modeler le mode de vie d'autres personnes. C'est-à-dire que notre rejet va modeler les autres. Mais dans plein de situations. Le rejet qu'on va faire d'une personne, ça va modeler son caractère. Ça va modeler sa façon d'être en société. Que ce soit pour une personne individuellement ou pour un groupe de personnes. Et donc là, c'est littéralement ce qu'on a fait. Donc on a créé un stéréotype qu'on a par nous-mêmes. On les a poussés à le renforcer. On les a poussés à créer vraiment quelque chose de ça. Et en plus, on a totalement effacé le fait que c'était des individus. C'était... Alors oui, ils viennent d'autre part, initialement. Mais comme nous, on venait d'autre part, les Français, comme les Américains, avant, ils venaient d'Angleterre, bref, voilà. Et en fait, on a totalement effacé leurs qualités, leurs compétences, le fait que c'était des artistes très qualifiés, souvent des grands musiciens, des personnes qui sont très proches de la nature, des éleveurs, etc. Et en fait, on a complètement rejeté ça. Et cette fausse image d'un peuple dangereux, ça a d'ailleurs eu des conséquences très graves des siècles plus tard. Et ça, pareil, je n'en ai jamais entendu parler. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le régime nazi d'Hitler, alors on sait qu'il y a eu un génocide, une extermination des Juifs, mais je trouve que on parle très peu de toutes les autres personnes qui se sont fait exterminer en masse. En masse. Alors certes, les Juifs ont été les personnes qui ont le plus été... c'est même pas touchées. Enfin, c'était vraiment la cible principale du régime d'Hitler. Et ceux qui ont subi les plus grosses pertes. Mais on oublie que Hitler, lui, il voulait la pureté de la race. Et il y a énormément de gens qui sortaient de cette catégorie. Notamment, par exemple, les LGBT. Toute personne LGBT était mise dans un camp de travail ou un camp de concentration. Donc il y a énormément de personnes qui se sont fait massacrer. Il y a eu un génocide des Roms pendant la Seconde Guerre mondiale. Je n'en ai jamais entendu parler. On a envoyé des centaines de milliers de Roms dans les camps de concentration, comme Auschwitz. Et on estime qu'il y a eu entre 220 000 et 500 000 Roms qui ont été massacrés. Près de 500 000 Roms. Soit entre un quart et la moitié de tous les Roms d'Europe de l'époque. Non mais c'est dingue. Et ce que je veux dire, c'est que là, j'en ai jamais entendu parler. Mais jamais. Alors je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Je savais qu'il y avait d'autres personnes qui étaient visées, en plus des Juifs. Mais je trouve ça intéressant que la seule parole qui soit libérée, c'est celle qui est autour des communautés juives. Et alors ça s'est pas fait directement, hein. Les Juifs initialement ils n'ont pas parlé. Et ça se fait que des générations et des générations après. Mais... typiquement là, moi j'ai appris ça parce que dans cette expo, il parle de, il y a justement une jeune femme, ou une jeune femme, je sais pas, une vieille femme, une femme, qui a fait cette peinture là, qui représente un moment où les nazis viennent récupérer des Roms pour les emmener dans les camps de concentration. Et cette personne-là avait écrit un livre en sortant des camps de concentration, etc., pour parler de son histoire et du traumatisme que ça avait été. Et je me dis, mais attends, comment ça se fait? Je sais pas, j'en avais jamais entendu parler. Donc je vous partage l'info. Putain, j'ai tellement chaud, je suis en train de suer des genoux, c'est terrible. Et en tout cas, cette manie de voir l'étranger comme un danger, c'est aussi ce qu'on a fait, ça ne s'arrête pas là, avec ce qu'on appelle l'Orient. Déjà, ça c'est très intéressant,
en anglais, on dit... tu sais, enfin... Orient, Occident, ok, mais il y a l'Est et... Non, comment on dit non, Ouest. Je sais pas, j'avais vu une vidéo de cette femme qui disait... La manière dont on nomme les choses, dont on dit par exemple l'Orient ou l'Ouest, c'est très auto-centré en fait. C'est-à-dire qu'on avait créé un truc... Pourquoi le Moyen-Orient? Ah voilà, pourquoi Middle East? Pourquoi le Far West? Parce que nous, on s'est placé comme le centre du monde. C'est une vision patriarcale, coloniale qui a hérité. Le fait de voir l'Orient comme le Moyen-Orient. Le Proche-Orient. Proche de quoi? Pourquoi le Far West? Pourquoi? Ça, c'est en anglais. Mais je trouvais ça hyper intéressant. Bref, l'information m'est juste revenue en tête. Ce que je voulais vous dire, c'est que y a un chercheur qui s'appelait Edward Said qui a expliqué que l'Occident a inventé un Orient imaginaire. En fait, dans les livres, les peintures, les journaux, on décrivait le Moyen-Orient ou l'Afrique du Nord comme des endroits sauvages, violents, mystérieux, comme je vous l'ai dit, pour se voir en position de supériorité. Et ça permettait aux pays européens de dire « Regardez, ces gens sont arriérés. Regardez, ces gens sont des sauvages. » Du coup, il faut qu'on aille les coloniser pour leur apporter la civilisation. Et aujourd'hui, on retrouve exactement la même mécanique quand il y a certains médias, des politiciens, etc., qui viennent parler de l'Orient comme un endroit qui est profondément dangereux. Et justement, dans l'expo, il parlait de ça à un moment, parce qu'il y a une peinture d'un homme qui vient d'Orient, mais il n'y a pas précisé, je ne sais pas si c'est de préciser d'où il vient exactement, mais on parle de l'Irak, de la chute du Tchad, etc. Ou la guerre du Tchad, la chute du Tchad, je ne sais plus. Pardonnez-moi, informez-vous aussi de votre côté, je n'ai pas toutes les infos. Là, on est en fin de journée, j'ai chaud, j'y arrive plus. Mais justement, il y avait eu une peinture de cet homme-là qui représentait en fait une superposition de choses qui pouvaient se passer en Orient. Mais seulement de choses négatives. C'est la guerre ici, la guerre là, la nani, les nanas. Et en fait, ça posait la question de la permanence de ce discours-là, de cette idée que l'Orient, les pays de l'Orient, donc déjà c'est une vision coloniale déjà de dire ça, mais que ces pays-là seraient dangereux. Comment ça se fait que ce discours il ait été si permanent? Déjà justement parce que je viens de vous dire, c'est cette volonté initiale de se dire, avant même l'époque actuelle, de se dire déjà de base, ces endroits sont par nature violents puisqu'ils ne sont pas comme nous, déjà, et ça nous arrange de les voir comme justement des endroits qui sont dépourvus d'humanité parce que ça nous met dans une position de pouvoir et de supériorité dans laquelle on a un rôle potentiellement à jouer. Donc déjà, on hérite de ça. Et en plus, alors certes, ça, on ne peut pas le nier, que dans de nombreux pays, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan et d'autres, le Soudan, bon, ça c'est pas, enfin, ça c'est en Afrique, mais il y a énormément de violence. Il y a des massacres, il y a des lois qui sont abominables. Là, au Sénégal, par exemple, il y a des lois qui sont abominables contre les personnes homosexuelles. Il y a énormément de violence. On ne peut pas le nier. Mais comment ça se fait que ce soit le seul discours? Et comment ça se fait que ce discours soit justement permanent? Que ce soit la seule chose qu'on voit? Parce qu'il n'y a pas que ça. Et il n'y a pas eu que ça, il n'y a pas que ça, il n'y aura pas que ça. Et en fait, tout ça, ça vient de là. Et je trouvais que c'était intéressant d'au moins ajouter ça dans la réflexion. Comment ça se fait que ce soit la seule chose qu'on voit, la seule chose dont on parle. Et du coup, j'avais pas fini ma phrase, enfin, je crois. On retrouve la même chose quand certains médias ou politiciens parlent des musulmans, de l'Orient, et ou des Arabes, comme d'une menace pour la culture française. Alors que les musulmans, les Arabes, l'Orient, n'est pas une menace.
Rien de tout ça ne peut être une menace. Être musulman, c'est une religion. À mon sens, et d'après ce que je sais quand même, aucune religion ne souhaite menacer l'autre. Toutes les religions se retrouvent sur le même concept qui est celui de l'amour, du partage, de la paix. Et ensuite, tout passe par l'interprétation. La menace, c'est l'extrémisme. La menace, ça a été nous, ça a été les colons. Maintenant, c'est la violence qui est en cours, mais est-ce que les colons ne l'ont pas favorisé ? Comme j'ai dit, tout comme on a... les colons... pas les colons, mais quand les Roms sont arrivés en Europe, tout comme on les a rejetés, on les a façonnés. Est-ce que notre rejet, est-ce que la violence qu'on a, infligée à toutes ces personnes-là, à toutes ces populations-là, en Orient, en Afrique, est-ce que toute cette violence qui existe maintenant, on ne l'a pas déclenchée parce que nous, on l'a faite au début. Et donc maintenant, on se dédouane parce que le temps a passé, maintenant, c'est plus pareil. Mais je trouve que c'est une réflexion intéressante à se faire. J'ai pas la solution, je n'ai pas la réponse à tout ça. Je pense qu'il y a plusieurs réalités qui peuvent exister. Je pense qu'il y a la violence coloniale qui existe, la violence actuelle qui est liée au racisme, et ensuite la violence qui est liée aux politiques de ces pays, la violence qui est liée à l'extrémisme religieux mais peu importe la religion. Je pense que toutes ces réalités peuvent exister et on a une volonté de voir les choses en noir ou blanc. Une volonté de dire, la faute, c'est les musulmans, c'est les arabes. Et alors qu'en fait, on a la même violence en nous. Je veux dire, les blancs ont mis en esclavage les noirs. On a fait preuve d'énormément de violence également. Donc, comment on pourrait dire que par nature, ces personnes-là pourraient être plus violentes ? C'est encore une fois cette... volonté de voir tout le monde, tout en blanc ou noir, le bien, le mal, etc. Et je trouve que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est faux, en fait, de voir ça comme ça. C'est faux de voir que, telle religion, elle est mauvaise, c'est faux. C'est juste complètement faux. Il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte, en tout cas. Putain, j'en suis que au début de l'épisode. J'ai tellement d'autres choses à dire, je sais même pas à combien de temps on en est là déjà. Il y a d'autres choses. C'est la question de l'argent dans tout ça. L'exposition, elle montre aussi une chose, c'est que tout ce système de préjugés servait à faire de l'argent. Dans l'expo, on voit que le confort des grandes familles bourgeoises riches en Europe s'est construit directement grâce à la souffrance des peuples colonisés. Il y a des villes comme Nantes ou Bordeaux qui sont devenues magnifiques. Mais magnifiques jusqu'au... j'essaye de lire ce que j'ai noté, mais en chiffres romains. 15, 16, 17, 18. Au 18e siècle. Des villes comme Nantes ou Bordeaux qui sont devenues magnifiques au 18e siècle grâce au commerce des esclaves. Donc en fait, c'était grâce aussi à cette colonisation, cette violence, que il y a eu des richesses. C'est parce que, il y a une traite d'esclaves, du coup, on se fait de l'argent parce qu'on a vendu telle et telle personne, parce qu'on a des champs de coton qui nous rapportent tant, parce qu'on a fait ci, on a fait ça. Et d'ailleurs, il y a énormément de pièces de mobilier qui viennent représenter des moments qui sont liés à l'esclavage. Des pièces de mobilier, des assiettes, des sièges, etc., qui montrent des scènes de plantation, des nannis, des nanins. Et en fait, c'est fou quand même ces moments du quotidien de ces personnes qui vont s'asseoir dans un siège, qui montrent quand même toute la violence. On achetait, là quand je reviens sur le sujet de ces personnes-là qui sont enrichies grâce à l'esclavage, en fait, vraiment c'est ça, hein. On achetait des personnes en Afrique, on les emmenait de force travailler dans des plantations, de sucre, de café, de coton, etc., aux Caraïbes ou que sais-je. Ensuite, les navires, ils revenaient chargés de marchandises, ça enrichit les marchands français, etc., etc. Et il y a une histoire particulière et très intéressante avec le chocolat à Bordeaux. Vous allez voir. Au XVIe siècle, en Espagne et au Portugal, il y a la religion catholique qui était obligatoire. Et là, encore une fois, vous voyez, il y a beaucoup plus que... là, j'ai parlé des Roms, j'ai parlé des personnes noires. Et là, les personnes juives étaient persécutées par l'Inquisition
Donc l'Inquisition, c'était une police très très religieuse et très violente. Et en fait, beaucoup de Juifs étaient forcés de se convertir. En Europe, en Espagne à ce moment-là et au Portugal. Ils étaient forcés de se convertir. J'ai parlé bizarrement. Et donc, soit ils ont dû faire semblant de se convertir au christianisme, et on les appelait les maranes d'Espagne, les maranes du Portugal. Et sinon, s'ils voulaient pas, alors ils fuyaient. Ils étaient forcés de fuir. Et donc, en fait, il y en a certains qui se sont réfugiés à Bayonne, à Bordeaux. Et comme ils avaient des contacts en Espagne, avec l'Espagne, ils ont fait venir des fèves de cacao que l'Espagne récoltait grâce au travail forcé des populations indigènes et des esclaves en Amérique du Sud. Parce que oui, il n'y a pas que la France, vraiment toute l'Europe a mis en esclavage tout le monde, voilà. Et donc en fait, ces réfugiés juifs, c'est eux qui ont créé les premières fabriques de chocolat en France. Je me dis, c'est hyper intéressant. C'est fou de voir comment l'histoire d'un produit comme le chocolat, ça a pu se croiser avec les discriminations. Parce que ça aussi, c'est une discrimination fondamentale. Et la persécution d'une population, la persécution des Juifs en Europe et l'exploitation coloniale en Amérique. Tout ça, ça s'est entrecroisé. Le chocolat qu'on mange, tout ça. L'histoire de ça, ça vient de là aussi. Mais ensuite, il y a une autre question qu'il faut se poser, c'est qui raconte ces histoires ? Parce que l'exposition, elle montre bien que les personnes qui sont puissantes, c'est elles qui ont toujours essayé de gérer le récit. Le récit de la colonisation, les colonies, etc., de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Par exemple, aux États-Unis, pendant la guerre de sécession, dans les années 1860, donc ça, c'est une guerre entre le nord et le sud des États-Unis, au sujet de l'esclavage. Et en fait, il y a un journal très connu qui s'appelait le Harper's Weekly. Et donc, ce journal, alors ça, c'est fou. C'est fou et en même temps, c'est pas étonnant, mais bon, bref, c'est fou toujours. Oh, waouh! Il y a une moto qui vient de faire un bruit de dingue. Ce journal, il montrait la guerre de sécession uniquement du point de vue des esclavagistes blancs, donc des propriétaires d'esclaves. Donc voilà, c'est la guerre, et ben on regarde, oh regardez, mon Dieu, ces guerriers qui sont esclavagistes, oh waouh, nanani nanana. Et en fait, dans l'expo, il y a une artiste qui a repris toutes les œuvres qui étaient faites dans le Harper's Weekly et qui a par-dessus peint ou mis, je sais pas comment, des images des formes en tout cas qui représentent les esclaves. Donc c'est des grandes formes noires qui représentaient, je sais pas, des visages, ensuite des corps, etc. pour en faire le centre du récit. Parce que pourquoi on parle pas des personnes qui sont au centre du sujet ? C'est-à-dire que, encore une fois, ça montre comment les puissants trafiquent un récit, dirigent un récit. Et encore maintenant, c'est la même chose. Croyez pas que parce qu'on évolue, parce qu'on a les réseaux sociaux, qu'on a l'accès à toutes les informations. Je pense, par exemple, en Russie, où il y a énormément de désinformation. Même nous, en France, je sais qu'on a énormément de désinformation, etc. Les personnes qui sont au pouvoir, les personnes qui dirigent des médias, les personnes qui ont l'argent, vont diriger l'information comme elles le souhaitent. Bolloré dirige l'information comme il le souhaite, à travers les médias qu'il achète. Et ensuite, nous, on avale tout ça. Et ce que les personnes ne voyaient pas en 1860, c'était la réalité. C'est regarder ces enfants qui meurent, regardez ces femmes qui meurent, regardez ces femmes et hommes et ces enfants qui se battent également pour leur liberté. C'est ça la réalité de la guerre, la réalité de l'esclavagisme également. Et il y a d'ailleurs à un moment un général du Sud qui s'appelait Léonidas Polk qui mourait au combat. Enfin, il est mort, bref. Et quand ce gars-là, il est mort, le journal en a fait un héros romantique, un homme d'honneur. Et en fait, on a complètement caché le fait que le mec possédait des centaines d'esclaves et qu'il se battait pour garder le droit de les torturer et de les exploiter. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et donc à travers les œuvres qui ont été réadaptées, c'est ça qu'on essaie de montrer. C'est voici les personnes dont on est en train de parler en fait. Parce que là tout le monde est en train de parler d'esclavagisme, mais où sont les esclaves ? Où sont les gens
tout simplement. Et l'artiste en question, parce que j'avais oublié le nom, elle s'appelle Kara Walker. C'est une artiste noire américaine très connue. Et c'est elle qui a fait ça. En fait, c'est des... Ah oui, voilà, parce que j'ai relu dans mes notes. Elle utilise une technique ancienne, la découpe de papier noir, pour faire des silhouettes d'ombres chinoises. Et c'est vrai que plus on s'approche, plus c'est franchement terrifiant. Il y a d'ailleurs une photo où on voit l'ancienne image qui était dans Harper's Weekly. Et c'est un grand canon qui tire quelque chose sur un territoire. Et au centre, on voit une figure qui représente, selon moi, ça représente une femme. On voit que le visage et ensuite deux bouts qui pour moi représentent des seins. Et c'est comme si on tue pas seulement quelqu'un, on tue le corps, on tue l'humanité. C'est-à-dire que son corps n'est même pas présent. C'est-à-dire que là, tu tues l'humanité, la femme, le corps en entier, le corps, pas seulement physique, mais le corps d'une population, le corps d'une culture, le centre, la vie d'une culture. T'es en train d'assassiner une culture, une humanité, des familles, des gens avec des histoires. Et franchement, c'était poignant. J'ai trouvé ça dingue. Et ça nous force à regarder la réalité de l'esclavage en face, parce que c'est ça. Et c'est ça qu'on cachait. Tout comme Israël cache la réalité des massacres qui ont eu lieu à Gaza, tout comme Hitler cachait la réalité des camps de concentration, tout comme on va cacher la réalité d'autres choses qui vont être graves actuellement dans les médias parce que, ah bah oui, mais nanani, mais nanana. Et en fait, tout ça, c'est extrêmement important. Et comment, vous allez me dire, mais tout ça, c'était dans l'histoire, est-ce que maintenant, on garde encore des traces de ça ? Oui, parce que on a, encore une fois, c'était il y a très récemment, et on a hérité de ces pensées-là. Parce que c'est tellement récent que c'est nos arrière-grands-parents qui ont éduqué nos grands-parents, qui ont éduqué nos parents, etc., etc. Donc c'est extrêmement récent. Ça s'est transmis à travers l'éducation et aussi ça a façonné les systèmes. Comme je vous l'ai dit, on a rendu par exemple les organes de cette jeune femme seulement en 2002. Ce qui veut dire aussi que le système, les institutions judiciaires, politiques, académiques, restent encore extrêmement façonnées par cette histoire coloniale, par cette volonté de voir la femme comme simplement un objet de scrutation, je sais pas si ça se dit, scrutation, à scruter, un objet à prendre, un objet sauvage, les hommes et les enfants et les femmes noires comme simplement encore une fois, un autre qui ne serait pas le nous et que désormais on accepte. Désormais on vous accepte bien dans notre société. Mais en fait, ça montre que on reçoit encore extrêmement cette culture raciste. Déjà, suffit d'aller dehors en fait quand on voit le racisme qui est encore présent dans des expressions de langage, dans les mots qu'on va employer, dans le fait qu'il y ait des personnes qui disent « Oh, plus d'arabes, plus de noirs, comme si un noir et un arabe ne pouvaient pas être français également. » Voilà, c'est quand même fou. Et vraiment, il y a l'importance des mots. En plus de ça, il y a aussi les violences policières, etc. Mais quand je reviens aux mots en tant que tels, il y a une phrase très forte que j'ai retenue dans l'exposition c'est une phrase qui avait été dite à un moment, c'est « Quand les mots de la domination descendent dans la langue quotidienne, ils exercent l'emprise la plus profonde. » Et c'est vrai. C'est-à-dire que tout ce langage-là est devenu quotidien. Et quand il devient quotidien, quand il devient banalisé, le racisme lui-même devient banalisé. Ici, c'est aussi extrêmement important de parler de racisme systémique. Systémique, il y a des personnes qui mélangent ça avec le fait de dire systématique. Systématique, c'est courant, c'est tout le temps. Systémique, c'est un racisme qui est dans notre système même, dans le fonctionnement même d'une communauté et d'une population et d'un pays. Et ça, c'est le cas, parce que notre système économique a été construit sur l'esclavagisme. Notre système...
économique, politique, le fait de marchander, la profession, la santé, tout ça, qu'on voit que la science a quand même analysé comme des cobayes le corps de personnes noires, ça montre que notre système, il est profondément raciste déjà. Et c'est une réalité, et le but, c'est pas de se pointer tous du doigt. Si vous êtes des personnes blanches, etc. Moi, je suis blanche, voilà, mais je sais, en plus, je sais que dans mes ancêtres, il y a eu j'ai eu des arrière-grands-parents qui devaient avoir des esclaves ou des choses comme ça. J'en suis pas responsable et j'ai pas besoin de me pointer du doigt, moi, mais... Et c'est pas ce que je veux que vous fassiez non plus, mais je trouve que c'est important qu'on se rende compte de la réalité des choses. Parce qu'on peut pas se battre contre quelque chose si on ne le voit pas. Si on refuse de voir, en fait, la responsabilité qu'on a. Je veux pas dire par le mot responsabilité que vous ayez... En fait, je fais une distinction entre responsabilité et faute. À moins que vous soyez raciste, voilà... vous ne commettez pas de faute. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une responsabilité. J'ai une responsabilité en tant que femme blanche privilégiée d'essayer de parler justement au mieux de ces privilèges, de ces injustices, de cette histoire coloniale, de donner la parole également à des femmes qui peuvent en parler parce qu'elles vivent ces discriminations, parce qu'elles vivent ce rejet potentiellement, parce qu'elles ont des revendications à faire et qu'elles ne sont pas assez écoutées, parce qu'elles sont mises de côté, elles sont rejetées, etc. etc. Et c'est ce que je vous invite à faire, parce que je connais beaucoup de personnes qui, en fait, ne s'interrogent pas, qui ne pensent pas au racisme qui est là, qui est constant. Et ça ne veut pas dire que vous faites mal tout, mais ça veut dire qu'on a un rôle à jouer. On l'a parce que on hérite de cette culture raciste. J'ai hérité de ça, forcément, non pas par choix, mais parce que j'ai grandi en France de parents français qui ont... et blancs, hein, je suis blanche, j'ai grandi avec des parents français, blancs... Putain, j'arrête pas de dire français alors que les Français n'ont pas forcément à être blancs. Mais bon, bref, pardonnez-moi. C'est justement un point extrêmement important. Parce que ça, c'est la base aussi d'énormément de racisme. C'est d'estimer qu'en fonction de ta couleur de peau, tu peux être français. Voilà. Typiquement, c'est un truc... C'est pas bien du tout ce que je viens de faire. C'est horrible. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui font ce genre d'erreurs, même de langage, qui sont pourtant extrêmement importantes. Et se rendre compte que ces expressions quotidiennes, qu'il y a des choses qui peuvent être dites quotidiennement, qui en fait sont extrêmement néfastes, qui à un certain niveau deviennent vraiment du racisme. Et je pense qu'il faut qu'on travaille en tant que société, non pas en venant dire ouin, c'est nul, j'ai pas envie, pourquoi, moi j'ai rien dit, j'ai rien fait, j'aime bien les noirs, oh là là. Oui, moi j'ai un ami noir, oh là là, fais attention, je t'arrête là, arrête-toi là tout de suite. Le but c'est de se dire, en fait, faisons société, on est là pour faire société ensemble, on est là pour vivre ensemble, et qu'on ait participé ou non à quelque chose, on hérite. Voilà, on hérite de quelque chose, à nous de le déconstruire. Et à nous d'en faire quelque chose de positif. À nous d'en faire, d'essayer de faire un changement à notre niveau. Donc là, moi, typiquement, ce que j'ai dit jusqu'ici, je sais que c'est pas parfait. Peut-être que j'ai d'ailleurs des mots qui sont mauvais et j'en suis désolée si là, par exemple, j'ai eu des mots qui allaient pas. Vraiment, je me rends compte que là, il y a des trucs que j'aurais aimé dire différemment, que c'était pas top, etc. Donc j'espère que personne n'est blessé par tout ce que j'ai pu dire jusqu'ici. L'épisode n'est pas fini d'ailleurs, hein, mais... essayons de se rendre compte du rôle qu'on a à jouer et de la puissance de nos voix aussi, parce que je sais pas si vous aviez vu, mais par exemple pendant le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, il y avait énormément de personnes déjà noires dans la rue qui venaient manifester, mais qui sont extrêmement en danger en fait, surtout aux États-Unis avec le port d'armes et tout ça, et du coup à mon sens, je n'avais pas assez, mais j'ai vu pas mal de personnes blanches qui venaient se mettre devant les personnes noires pour les protéger en fait des policiers, pour faire les revendications, parce que malheureusement on vit dans un système qui est raciste, et si une personne noire avait l'attitude d'une personne blanche face à la police, la personne noire se fait niquer ou tuer. Et ça, c'est sûr.
Et donc en fait, il y a un privilège, et est-ce que ce privilège-là, on peut l'utiliser pour le bien commun ? Vous voyez ? Pour donner la voix à d'autres personnes, pour protéger d'autres personnes ? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose ? Vous voyez ? Si j'en reviens à tout ce que je disais avant, en gros, les mots qui viennent, les mots de la domination qui descendent dans la langue quotidienne. En gros, ça veut dire que le racisme le plus dangereux, c'est pas seulement le racisme qui est évident. Au contraire, c'est celui qui s'infiltre dans nos petits trucs du quotidien. Et l'expo, elle cite par exemple des phrases racistes qu'on a entendues à travers la bouche de politiciens qu'on a entendus à la télé, etc. Comme le fameux, deux points ouvrez les guillemets, quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. Quand il y en a un, ça va. Et c'est cette phrase-là qui est mise dans l'expo. Et en fait, ça, c'est une phrase dite par un ancien ministre de l'Intérieur français, Brice Hortefeux, en 2009, qui venait parler d'un militant noir, avec cette phrase « Quand il y en a un, ça va ». Et c'est extrêmement violent. Vous voyez, dans la phrase en tant que telle, tu la mets à part dans un autre contexte, tu te poses pas de questions, mais dans ce contexte-là, quand tu parles de quelqu'un, c'est extrêmement violent. Quand il y en a un, ça va. Et je trouve que c'est ça, c'est justement ces gens-là qui ont un pote noir. Quand il y en a un, ça va. Quand il y a un noir dans ma ville, ça va. Mais trop, c'est trop, hein. Mais pourquoi c'est trop ? Vous voyez, allez au bout de votre pensée. Et le pire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savent même pas pourquoi c'est trop. Et pourquoi ? Parce que c'est même pas elles qui pensent. C'est elles qui héritent d'une pensée qu'elles ont même pas cherché à contredire. Typiquement. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui ont une pensée et elles savent même pas pourquoi elles l'ont. Et elles se disent, bah, je sais pas, c'est comme ça. Posez-vous des questions. Et il y a une autre artiste dans l'expo, Elena Ogbo, qui travaille sur la manière dont ces répliques banales peuvent faire du mal au quotidien. Et c'est vrai que y a ces mots qui, au bout d'un moment, quand ils deviennent normaux, ils s'installent dans nos têtes, ils changent la façon dont on considère les autres, mais aussi pour les personnes en question. Ça change aussi la façon dont les victimes de cette discrimination se voient elles-mêmes. Et typiquement dans l'épisode que j'ai fait sur la réalité des femmes racisées en France, alors je tiens à dire dans cet épisode, parce qu'on m'a fait la remarque, qui est une remarque tout à fait légitime que j'entends, cet épisode, normalement, j'avais envie de faire avec une personne maghrébine, une personne voilée, de toute origine, peu importe, et une personne noire. Je peux pas faire avec plus de gens. Et une des jeunes filles, qui est noire, et dont le discours est extrêmement important, n'a pas pu venir. J'ai gardé le mot, le titre, étant la réalité des personnes racisées. Après, il s'avère que j'ai gardé ce titre-là parce que j'avais fait une pré-interview, et les récits des 3 filles, même si la 3e n'a pas pu venir à la fin, est extrêmement similaire dans ce qu'elles avaient à soulever comme discrimination qu'elles subissaient, etc. Et donc je me dis, bah, ça va faire écho à toute personne, qu'elle soit maghrébine, noire, ou même asiatique, voilà. Et sauf qu'en fait, il y a une femme noire qui m'a... Je précise sa couleur de peau parce que justement, elle avait besoin de se sentir représentée, et elle ne s'est pas sentie représentée parce que j'ai utilisé le mot racisé et non tout simplement maghrébine. Donc bref, c'était pour vous expliquer un peu pourquoi j'avais gardé ce titre-là, parce que je pense qu'il peut intéresser plus de personnes que juste des personnes maghrébines. Mais justement, dans cet épisode-là, les girls que j'avais interviewées, Sarah et Sakina, qui avaient parlé du fait que, je pense surtout Sarah, peut-être à ce moment-là, se voyaient mal elle-même. Putain, pourquoi je suis comme ci, pourquoi je suis comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces petits trucs qui vont être dits à propos des autres, quand c'est toi qui le reçois, au bout d'un moment, ça va changer la manière dont toi tu te vois. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de changer tout ça. Parce que ça fait que ces personnes-là, qui ne sont pas juste blanches, qui peuvent être mixtes, ou qui peuvent être d'une culture complètement différente, d'une couleur de peau totalement différente, vont vouloir à un moment, dans la culture actuelle en tout cas, si elles vivent dans un pays, je sais pas, en Europe, et qui est raciste, elles vont rejeter par essence leur culture, leur couleur de peau, leurs origines, parce que on va leur dire que c'est Burke les personnes comme ça. Donc toi-même tu vas te dire, bah putain c'est Burke, je suis Burke. Mais c'est horrible.
comment on peut vivre en société si on apprend aux autres à se détester ? C'est terrible. Et c'est exactement la même chose d'ailleurs pour la façon dont on parle des banlieues. On entend souvent des politiciens utiliser des mots, racaille et tout. Il y avait justement Nicolas Sarkozy qui avait parlé du Val d'Argent à Argenteuil en 2005 et qui avait dit que là-bas, il y avait de la racaille dont il fallait se débarrasser. Il n'y avait que de la racaille. Vraiment, il faudrait se débarrasser au Karcher de tous ces gens. Mais c'est abominable. Le mec, t'es président de la République, tu vas devenir président de la République. Je sais pas s'il était déjà président, je sais plus. Je pense pas. Et tu parles comme ça des gens. En fait, c'est la population française. Et c'est ça qui est extrêmement compliqué pour beaucoup de personnes. C'est de réussir à comprendre qu'en fait, les Français n'ont jamais juste été des Blancs français. Ça ne peut pas exister. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. On est le mélange de plein de cultures différentes. Et on en a formé une. Mais ça ne veut pas dire que la diversité ne fait pas partie de notre culture. La France, c'est par exemple, c'est le quartier du Val d'Argent à Argenteuil. La France, c'est les Blancs, c'est les Noirs, c'est les personnes qui sont asiatiques, qui ont une couleur de peau différente, je sais pas comment définir, il y a plein d'autres personnes. C'est un mélange de tout ça, en fait. On est un mélange. Et ça veut pas dire qu'on peut pas créer ensemble un truc commun, mais on est ce mélange-là. Notre langue n'a fait qu'évoluer à travers les années. On s'inspire d'autres... pour perdurer, il faut s'inspirer des autres, il faut être avec les autres, en fait. Et ça a toujours été le cas. Et on ne serait pas aussi rebutés si les personnes qui vivaient à Val d'Argent, à Argenteuil, c'était des Allemands, par exemple. Tu vois ? Non, là, c'est parce que, je sais pas, visiblement, il y a des Arabes, des Noirs, mais ils peuvent être Français. Et en plus, c'est justement comment dire, ce qu'on a hérité de cet héritage colonial qui fait que d'un coup, on va voir toute personne qui est orientale, arabe, noire, comme quelque chose, des gens bizarres, nuls, dont il faudrait se débarrasser, parce que c'est un héritage où en fait on a fait que se débarrasser de ces gens-là. On a fait que, alors déjà initialement on s'est pas débarrassé, on a fait que aller les chercher, les utiliser, les chasser. Voilà ce qu'on a fait. On utilise les gens. C'est ça qui a été fait. On a utilisé les gens, et ensuite, c'est quand on n'en veut plus, on n'en veut plus. Pour les guerres, qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé dans les colonies, on est allé chercher tous les Africains, tous les gens qui étaient dans les colonies, pour aller faire la guerre pour nous. Mais ensuite, quand il s'agit de faire société ensemble, c'est pas possible. Quand il s'agit de leur offrir un mode de vie décent, c'est pas possible. Quand il s'agit de les considérer comme des individus, c'est pas possible. On parle de racailles dont il faudrait se débarrasser au Karcher. En fait, c'est une injustice profonde. Parce que, en fait, on a fait société ensemble à chaque fois. On utilise ces gens et ensuite, quand on n'en veut plus, on les chasse. Non, ça se passe pas comme ça, en fait. Et en plus, dans ces quartiers, il y a plus que ça. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de violence dans certains quartiers, mais ce dont on se rend compte, en tout cas ce dont on a parlé dans l'exposition, c'est que beaucoup de jeunes de ces quartiers racontent aussi la solidarité qui va se créer, des liens extrêmement humains, extrêmement solidaires qui vont se créer entre ces gens-là. Et justement, ça fait écho à ce que je vous ai dit au début, c'est la permanence d'un discours qui vient dire que l'Orient ou les Arabes, les musulmans, ce serait simplement le danger et la violence. Il n'y a pas que ça. Il y a tellement plus. Ça ne veut pas dire que la violence n'existe pas, mais la violence existe partout. Et pourquoi on a besoin de continuer à voir qu'eux ne sont que violence pour se rassurer que nous sommes mieux. Et sauf que c'est faux. Et en plus, du coup, on va les marginaliser et ça va créer... J'ai un chat dans la gorge. Ça va créer d'autres discriminations encore. Parce que les personnes qui vont grandir dans ces quartiers-là vont être discriminées ensuite à l'embauche. Enfin, déjà, tu peux pas
imagine, t'es Rome. Parce que dans les quartiers, il y a des personnes qui viennent... Il y avait, par exemple, un documentaire avec, justement, des jeunes à Sarcelles. Un garçon qui était Rome, une fille qui était sénégalaise, un mec qui venait du Bangladesh, un mec qui venait de tel autre pays, etc., etc. Il y avait plein de... Il y avait une portugaise, machin. Et en fait, on remarquait que ces jeunes-là, après, par la suite, quand ils veulent faire, par exemple, quand ils vont rechercher un emploi, ou les Roms qui n'ont pas de pays, typique, tu vois, comment tu recherches déjà un appart ? Va y avoir des proprios qui vont dire non, moi je veux pas de Roms chez moi. Donc déjà, t'as pas d'appart. Comment tu peux aller à l'université déjà si tu sais pas où tu vis ? Comment ensuite tu peux essayer de trouver un travail alors que t'as pas fait d'études, puisqu'on t'a refusé l'accès à l'université, puisque déjà t'as pas de lieu où vivre. Ensuite, pour des personnes qui sont, par exemple, une personne arabe, une personne noire, le logement, c'est pas trop sûr, parce que peut y avoir des discriminations. Il y a beaucoup plus de discriminations. Il y a, par exemple, il y a eu des études qui ont été faites, par exemple, avec l'association SOS Racisme. Désolée, je réfléchis en même temps. SOS Racisme qui a fait des tests auprès des agences immobilières et en gros, dans 50% des cas, les agences immobilières acceptent sans problème la demande d'un propriétaire qui va dire ouvertement « Je veux pas de noir ou d'arabe dans mon appart ». Conséquence, les familles d'origine étrangère, elles sont rejetées, elles sont mises aux marges de la ville dans des appartements qui sont insalubres, qui sont trop petits, qui sont humides, qui sont dangereux. Résultat, les personnes qui ont une couleur de peau différente, qui ont des origines différentes du blanc, voilà, de par ta couleur de peau, ta vie peut être plus en danger. Parce qu'on va te mettre dans un endroit où, en fait, déjà, t'as pas d'accès... t'as un accès au logement qui est pourri, un logement qui va être insalubre. Il y avait eu à Marseille un écroulement d'un immeuble qui était extrêmement vieux, dans lequel, en fait, il y avait que des personnes qui étaient de la classe populaire et qui avaient beaucoup plus de personnes qui avaient des origines étrangères. Et ça veut pas dire qu'elles n'étaient pas françaises, enfin voilà. Mais parce que je tiens à dire si jamais il y a des racistes qui passent dans le podcast. Et du coup, ça montre qu'en fait, c'est pas que une discrimination, oh, tiens, j'aime pas ta couleur de peau. C'est quelque chose qui peut te coûter la vie parce qu'en fait, on va te rejeter dans des endroits insalubres et ensuite, on va en faire la critique. Comme Nicolas Sarkozy, on va dire, ah bah tiens, ce quartier-là, c'est que de la racaille, il faut les enlever. Mais en fait c'est pas du bétail. C'est pas du bétail. Ces gens-là ont une dignité, ce sont des Français, et ils méritent d'avoir un accès au logement digne de ce nom. Et c'est pas parce que, encore une fois, il y a des lois qui sont écrites que que ces lois vont être respectées. Il y a plein de lois, et ça veut pas dire qu'elles vont être appliquées. L'application des lois, elle est extrêmement inégale, en réalité. Et donc, même si le racisme, c'est censé être illégal, MDR, il y a du racisme constant. Et donc, un propriétaire, s'il dit à son agence « Je veux pas d'un Rom, je veux pas d'un Noir, je veux pas d'un Arabe », eh ben, ils ont pas l'appart, tout simplement. Sauf que si t'as pas d'appart et que t'es dans un quartier extrêmement populaire, potentiellement, t'as une école qui est pas ouf. Potentiellement, ensuite, si jamais t'es dans une école qui est un peu fashion, mais que du coup, t'es que avec des blancs, tu vas subir... C'est possible que tu subisses du racisme. Il y a justement des histoires qui étaient montrées dans l'expo. Franchement, ça brise le cœur de jeunes qui, du coup, subissaient du harcèlement et qui avaient des hyper bonnes notes, mais à cause du harcèlement, vont devoir arrêter l'école pour faire un CAP. Donc, en fait, t'as perdu ton opportunité universitaire parce que ta couleur de peau est jugée par les autres. Et donc, en fait, c'est pas, encore une fois, juste une question de couleur de peau. C'est-à-dire qu'en fait, ensuite, ça va affecter toute ta life. Ça veut dire que soit tu vas t'auto-censurer et arrêter tes études pour faire autre chose, ou te dire, comme en fait, ma famille a pas beaucoup, parce que déjà... justement, déjà, j'ai pas trop accès à un emploi, enfin, à un appart stylé, donc je suis dans une zone qui est pas ouf. Donc, j'ai pas accès à des postes en plus ouf, parce qu'il y a aussi énormément de discrimination à l'emploi. Imagine, tu vis dans une zone qui est plutôt pauvre, qu'en plus de ça, t'as une discrimination à l'emploi, tu vas travailler dans un truc qui est mal payé.
parce qu'en plus les boss déjà ils veulent pas t'engager, voilà. Si t'es noir et que tu t'appelles Mamadou ou que tu t'appelles Fatou, machin, tu vas être beaucoup plus discriminé que si tu t'appelles je sais pas, Jean, ou que tu t'appelles Léa, voilà, tout simplement, et que t'es blanc ou blanche. Donc en fait, tu vas être obligé d'aller avoir un travail un peu pourri. Ensuite, t'as des enfants, t'as pas beaucoup d'argent. Donc peut-être que tu peux pas leur payer les études justement parce qu'en fait, on t'a discriminé toute ta vie. Et c'est ce qui fait que tu peux pas leur payer forcément quelque chose. Soit ils vont s'auto-censurer, soit ensuite ils vont essayer d'aller faire aller à l'université, etc. Et sauf qu'en fait, imagine ensuite ils réussissent à aller à l'université, une bonne université, t'es musulman, et ensuite, après l'université, ton enfant... Parce que là, je parle de l'enfant, par exemple. Ton enfant, après l'université, il cherche un emploi. Et ben on va lui dire, non, peut-être t'es musulman, pendant maintenant, tu vas pas être efficace, ciao, bye bye, au revoir. Je te prends pas. Et donc, en fait, on entretient un cercle vicieux. Et il y a plein d'autres choses comme ça. Il y a aussi une personne avec un nom à consonance africaine a 15% de chances en moins d'obtenir une réponse ou des conseils qu'une personne avec un nom traditionnel français. Ça, c'est par exemple pour les gens qui veulent demander envoie des emails à des masters. C'était une étude faite pour avoir accès à des masters scientifiques, pour avoir des informations sur les inscriptions. Si tu as un nom à consonance africaine, 15% de chances en moins d'obtenir une réponse de la part de ces personnes qui dirigent le master. Du coup, forcément, tu vas être découragé. Forcément. Donc, soit tu fais de l'autocensure, soit on va te censurer. Et ensuite, il y a la question de la police, dont je vous ai parlé. La police, elle est censée protéger tout le monde de la même manière. Mais selon les chiffres officiels du défenseur des droits en France, un jeune homme perçu comme noir ou arabe a jusqu'à 20 fois plus de risques de se faire contrôler ses papiers dans la rue qu'un jeune homme blanc et d'avoir des fouilles, etc. Ce contrôle au faciès, il est permanent et ça doit créer un sentiment d'injustice énorme pour ces personnes-là et en plus un sentiment de danger. Là, encore, c'est pour la France, mais comme on sait, dans les autres pays, aux États-Unis, tu te fais buter. Et tout ça encore, ça vient de l'histoire. C'est les méthodes de contrôle et de surveillance des banlieues d'aujourd'hui. Elles sont directement héritées de la façon dont la police française gérait les populations locales pendant, par exemple, la guerre d'Algérie et dans les colonies, etc., etc. Bon, heureusement, dans l'exposition, on montre pas que des victimes, pas du tout. On montre comment on en vient à là et comment on résiste. Et donc ça montre aussi beaucoup de gens qui se battent, qui résistent, et c'est une résistance qui dure depuis très longtemps. On parle par exemple de la figure de Samori Touré, qui est un grand chef militaire et qui a été un roi en Afrique de l'Ouest au 19e siècle, et qui pendant plus de 15 ans a dirigé une armée de combattants qu'on appelait les Sofa et qui avait réussi à fabriquer ces armées pour résister à l'armée coloniale française. Et lui, il avait tenu tête aux Français et tout pendant des années avant d'être capturé et ensuite d'être envoyé en exil au Gabon, où il est mort. Mais ça, c'est une grande figure de la résistance africaine. Dans l'histoire plus récente, il y a Bouba Touré, qui était un homme né au Mali, qui est arrivé ensuite en France en 1965, comme un travailleur migrant. Et lui, il a travaillé à l'usine, mais il est aussi devenu ensuite photographe et militant. Et il a documenté pendant des années les grèves et la vie des travailleurs immigrés dans les foyers en France, et les luttes des sans-papiers pour être reconnus. Et en 1977, avec d'autres travailleurs, il est reparti au Mali pour fonder une grande coopérative agricole appelée Somankidi Koura. Et l'idée, c'était de prouver que les Africains pouvaient créer leur propre autonomie alimentaire sans dépendre de l'Europe. L'Afrique a les ressources. Et en fait, le problème, c'est que nous, on a créé un lien... Enfin, l'Europe a créé un lien de dépendance avec l'Afrique. Ce qui fait que maintenant, l'Afrique, justement, est dépendante ou se croit dépendante. Donc forcément, c'est très compliqué. Il y a aussi une autrice et militante féministe américaine qui est très importante, qui s'appelle Bell Hooks. Je pense que vous la connaissez. Elle a inventé le concept de regard oppositionnel. En fait, elle raconte qu'à l'époque de l'esclavage aux États-Unis, les esclaves avaient interdiction de regarder leur maître dans les yeux sous peine d'être battus. Encore une fois, ça pose aussi une question de, je pense, t'as honte parce que t'as peur de voir dans les yeux de la personne. Non pas, les esclaves n'ont pas honte, mais les esclavagistes avaient honte parce qu'ils avaient peur, selon moi, de voir dans les yeux des esclaves des humains, tout simplement.
Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont mis cette interdiction. Enfin, c'est à mon sens, c'est comme ça que j'interprète. Et du coup, développer un regard oppositionnel, c'est décider de baisser les armes de la peur et d'oser regarder en face ce qui domine. C'est lève le menton, lève la tête. Analyse ce qu'il y a autour de toi, analyse les films, les pubs, les discours de télé avec un œil critique. C'est refuser de se voir à travers le cliché des autres, refuser de se voir à travers les commentaires des autres, refuser de se considérer comme les autres nous considèrent à travers leurs mots qui sont façonnés par une histoire raciste. C'est imposer sa propre vision des choses. Et ce combat, il se joue aussi sur d'autres terrains, sur le terrain par exemple de la culture et du sport. Et ce qui est très intéressant, c'est que le sport, c'est un endroit très bizarre pour le coup, parce que d'un côté, il est plein de stéréotypes racistes. On entend souvent dire que des athlètes noirs sont naturellement plus forts, plus rapides, ou alors ils doivent être plus comme ça. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de fond de vérité sur la physiologie de certaines personnes qui vivent dans... si par exemple t'as pas vécu... Enfin, ça dépend aussi de l'endroit où tu vis, parce que tu t'es façonné aussi par l'endroit où tu vis, généralement. Donc ça dépend de ça, mais c'est une façon quand même de réduire leur travail à leur corps, même si le sport nécessite le travail du corps. Ça veut dire aussi que beaucoup de personnes noires vont être très représentées dans certaines catégories, à la fois c'est génial, et en même temps ça pose la question d'un enfermement et d'un racisme quand même qui est quand même présent. Beaucoup de personnes noires dans le basket, je pense qu'il y en a pas mal aussi dans la boxe, on le sait, dans le foot. Mais il y en a d'autres, par exemple, dans la danse. Dans la danse classique. D'un coup, on fait face à des stéréotypes de « Ouais, mais t'es noire, donc tu peux pas être danseuse classique. » Parce que ça, c'est un endroit pour les blancs, typiquement. Alors que non. Tu peux être une ballerine et être noire. Tu peux être... Enfin, voilà. Et donc, en fait, à la fois, le sport, c'est un lieu d'émancipation pour enfin pouvoir se présenter tel qu'on est. Par exemple, il y a Marine Fatou Camara, qui est une championne de boxe franco-sénégalaise ou franco-malienne, je ne sais plus. Je ne sais plus. Oh mon Dieu. Excusez-moi, je ne sais plus exactement si elle est franco-sénégalaise ou franco-malienne. Mais en tout cas, c'était la première de son pays qui en fait, elle était... Putain. Elle était... Je vais vous dire là tout de suite parce que... Elle a représenté l'équipe de... Ah! Je savais qu'elle était malienne. Ok, franco-malienne. En fait, elle a représenté le Mali, il me semble. Au JO. Ouais, voilà. Ouh là là. Sénégalaise. Pas du tout. Et... Elle a représenté le Mali, et c'est la première boxeuse malienne qui avait remporté tel titre, etc. Et c'était une manière de s'exprimer, d'exister, de dire « je suis là, je peux faire ça, je peux le faire ». Donc à la fois le sport, c'est un lieu d'émancipation, et en même temps, ça qui est intéressant, c'est que c'est aussi un lieu qui entretient d'autres stéréotypes. Parce qu'il y a un accès beaucoup plus difficile pour d'autres sports qu'on considère comme moins délicats. On considère qu'une personne noire est moins délicate, une femme noire, par exemple en patinage artistique. J'en ai quasiment pas vu. Mais il y a l'exemple de Marie-Astrid Ménoès, qui est une ballerine noire, qui parle justement de la danse classique, qui d'ailleurs est historiquement très blanc et très rigide. Et s'imposer en tant que femme noire, c'est un acte qui est très fort et qui est difficile, parce que tu fais face à beaucoup de critiques et de portes fermées en pleine gueule. Donc tout ça, c'est quand même très compliqué. Bref, je crois que j'ai fini de parler parce que là j'ai vraiment plus de salive, mais je vous invite à réfléchir là-dessus, sur tous ces sujets que je viens d'évoquer, à vous poser des questions aussi sur vous, et à aller voir vraiment cette expo qui est disponible jusqu'à fin août. Et si vous pouvez pas aller voir cette expo, quand même allez voir le musée, il y a une exposition permanente. Franchement, je pourrais faire leur promotion parce que là l'épisode est dingue, ce que je viens de faire, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc allez au musée
de la Porte Dorée, musée de l'histoire sur l'histoire de l'immigration, et aussi pour voir, parce que c'est quand même, encore une fois, dans ce musée-là qu'il y a eu l'exposition sur les colonies. Ils étaient très fiers de montrer leurs colonies à l'époque. Ça s'appelait comment déjà cette expo ? L'exposition coloniale internationale de 1931. Vous y verrez tout les choses aussi qui étaient présentées à cette époque-là, et c'est fou. En tout cas, tout ça, c'est quand même très récent. Donc, voilà, continuons de prendre en compte ces sujets pour avoir un féminisme qui est vraiment intersectionnel et qui est vraiment global. Et puis voilà, quoi. J'ai vraiment plus de salive. J'espère que l'épisode vous a plu. Et je vous rappelle qu'on se retrouve le 3 septembre pour le podcast live à Mezzanine Pigalle à partir de 19h30. C'est gratuit, il faut juste venir à l'heure. Ciao, ciao! Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust!